David, alors on connaît votre attachement pour la Révolution française, vous aimez cette période, on connaît votre attachement pour Robespierre, qui fait beaucoup débat dans la rédaction d'ailleurs, on n'est pas tous d'accord sur le sujet. J'incarne un courant assez minoritaire, on va dire ça comme ça. Cette fois-ci, vous vous intéressez à une forme d'histoire genrée de la Révolution française. Quelle est la place des femmes dans la Révolution française? Est-ce que la Révolution française a permis une émancipation de la femme? En fait, c'est un exemple historique qui m'intéresse dans la mesure où il me permet de faire une démonstration d'ordre plus philosophique, en termes de philosophie de l'histoire, concernant la finalité de l'histoire, la téléologie, notamment le mythe du progrès. Est-ce que progrès rime toujours avec modernité? Il s'avère que non. Si la Révolution française a été objectivement le vecteur de progrès dans de nombreux domaines, elle n'a pas pour autant été une révolution sexuelle en termes de mœurs. Ou alors, elle l'a été pour une partie des Français, mais c'était une révolution sexuelle des hommes entre eux. C'est-à-dire une révolution sexuelle qui se manifestait par une certaine liberté d'expression, une certaine... une approche populaire de l'éros, mais qui ne remettait absolument pas en question le statut des femmes et qui même, au contraire, l'infériorisait davantage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que très tôt, dès le début de la Révolution, la lutte contre l'Ancien Régime est symbolisée comme la lutte contre l'élément féminin décadent de la France. Le roi est soupçonné d'être impuissant, la reine, au contraire, est extrêmement puissante, elle est manipulatrice, il y a différentes théories du complot plus ou moins avérées. La femme de cour, la reine, est l'élément du complot. Les salonnardes, la politique des alcôves, la politique qui se fait sur l'oreiller, ça ne va pas du tout avec l'éthique républicaine inspirée de vertus romaines, où la politique doit se faire par des hommes droits sur la place publique. Donc déjà, ce féminin est connoté négativement. Ensuite, l'homme devient citoyen. L'homme devient citoyen et il acquiert il accède à la majorité politique et il veut l'égalité. Et pour que les hommes soient égaux, il faut que les sexes soient inégaux. C'est un paradoxe apparent, mais absolument nécessaire. Et je parlais de la vertu romaine, puisque le modèle idéal des révolutionnaires français, c'est Rome. Robespierre, justement, n'avait que ce mot-là à la bouche. Lui qui goûtait assez peu la compagnie des femmes, c'est un grand sujet d'historien, ça. La vertu, la virtus, c'est la racine latine. C'est pas uniquement la droiture morale. C'est vraiment la virilité. C'est exactement ça. La vertu sans laquelle la terreur est funeste et la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. C'était la phrase de Robespierre. Ça, c'est le côté austère de la Révolution. De l'autre côté, on a le père Duchesne, les sans-culottes, qui sont absolument pas du tout austères ni puritains. Eux, au contraire, c'est la révolution gaillarde, c'est la révolution, c'est la révolution grivoise. Et eux, ils vont être aussi d'une misogynie et d'un machisme exacerbé, mais ils vont sexualiser la querelle politique en accusant leurs ennemis d'impuissance, d'être des sodomites, des bougres, comme disait le père Duchesne, en s'attaquant à l'Église, notamment sous la soutane, parce que ce qui faisait peur dans la politisation éventuelle des femmes, c'est que la femme était a priori non politique, sauf qu'elle était beaucoup plus fidèle à l'Église. Elle représentait l'élément conservateur de la famille, donc en étant fidèle à l'Église, peut-être servait-elle de cinquième colonne du clergé, donc de la contre-révolution. C'est la raison pour laquelle il fallait l'instruire comme l'homme. Non pas par amour de la femme instruite et émancipée, mais parce que l'instruction, c'est une manière de lutter contre l'influence cléricale. Et alors, ça place, vous le dites à la fin de votre article, le féminisme actuel dans une position assez paradoxale vis-à-vis de la Révolution, puisque, étant progressistes, elles doivent revendiquer l'héritage révolutionnaire, mais en même temps, tout en assumant le fait que ça n'a pas été une émancipation. Voilà, et beaucoup d'auteurs ont fait des analyses très lucides de ça, je pense à Mona Ozouf, notamment. En toute logique, la féministe, en tout cas la féministe bourgeoise, devrait reconnaître que sa liberté, à commencer par sa liberté intellectuelle, d'expression, son autonomie individuelle, était plus forte dans la civilisation des salons que dans la civilisation égalitaire, républicaine et révolutionnaire post-89. Donc elles se trouvent pris dans une contradiction entre leur volonté farouche de s'inscrire dans l'histoire progressisme,
voire même souvent dans l'histoire de la gauche, et le fait que, ben non, la Révolution française fut une contre-révolution sexuelle. Et en parlant de contre-révolution, bon, ça c'est un autre sujet, peut-être qu'on pourra en reparler dans une future émission ou un futur article. Je pense aux femmes contre-révolutionnaires, justement, sous la Révolution, qui, elles, pour le coup, ont été extrêmement mises au devant de la scène. Enfin, je pense à Charlotte Corday, la tyrannicide, ou des femmes en Vendée qui ont été... Ou même des femmes moins engagées, même Madame de Staël, qui était un peu partagée, même Madame de Staël a pris la défense de la reine au nom d'une espèce de solidarité de sexe qu'elle plaçait dans ce mouvement-là, en disant nous arrivons, parce que les Lumières n'ont pas été bien digérées par le peuple, dans une période de barbarie dont les figures féminines sont les premières victimes, et d'autres auteurs pensaient que, par exemple, les attaques contre la Vierge ou les statues des saintes, ce n'était pas simplement de l'anticléricalisme, mais une attaque aux figures maternelles et féminines gynécocratiques, parce que le monde moderne serait un monde réellement paternaliste. Et c'est ça la modernité. Merci David. Donc un article très intéressant, assez exigeant, mais un très bel article sur l'histoire contemporaine.